Et puisqu'on parle de patrimoine, si je vous dis Paris, vous pensez forcément aux grandes avenues du baron Haussmann. Mais avant de se transformer au XIXe siècle, la capitale française a eu un âge d'or médiéval dont il reste quelques vestiges. Grâce à l'intelligence artificielle, les ingénieurs ont réussi à reconstituer ce qu'était la ville en 1300. Joséphine de Franqueville et Romain Reverdy. Notre voyage dans le temps aurait pu évidemment commencer au pied de Notre-Dame. Mais c'est dans cette rue bien plus discrète que nous avons trouvé un passage secret. Bonjour madame. Vers le Paris médiéval. Avec joie, bienvenue. On nous a dit qu'ici, il y avait une des anciennes églises médiévales de l'île de la Cité. Incroyable, mais véridique. C'est pas vrai. Avec une porte qui n'est pas médiévale, qui est là. La toute petite porte de La toute petite porte qui est très récente, elle. Le lieu est certes moins fastueux, fermé au public. C'est la résidence des vicaires généraux de Paris. La vraie porte. Mais subitement, nous voici revenus au XIIe siècle. Comment un lieu aussi ancien a-t-il pu être préservé? Une gravure montre des chevaux ici, ça a été une écurie, ça a été un dépôt. C'était tout enchevêtré, je pense que ça a contribué. Peut-être aussi le respect du beau. Hein. Des beaux lieux comme ça, on n'a pas envie de les détruire. On peut y mettre des chevaux et respecter tout de même ce qu'il y a dedans. Monseigneur Toit y prie tous les jours, à l'abri du monde. C'est vraiment un lieu de ressourcement, oui. Pour chacun d'entre nous qui habitons ici, qui avons la chance d'habiter ici. L'île de la Cité était le cœur battant de la capitale médiévale. D'où qu'il soit, les Parisiens pouvaient apercevoir le palais, le symbole du pouvoir des rois de France. La silhouette élancée de la Sainte-Chapelle, édifiée par Saint Louis en 1248, a survécu. Ces 600 mètres carrés de vitraux, intacts, restitue un épisode fondateur du Paris médiéval, l'arrivée des reliques depuis Constantinople, portées par Saint Louis lui-même, pieds nus. C'est une ville qui se développe énormément d'un point de vue économique, d'un point de vue universitaire aussi. L'université de Paris prend une très grande importance, mais il manquait à Paris une relique, un signe pour pouvoir rivaliser d'un point de vue politique et religieux avec Rome, avec Constantinople et même avec Jérusalem. Paris devient donc au XIIIe siècle le centre politique et religieux du monde chrétien. Avec ce reliquaire, le plus somptueux des écrins pour la couronne d'épines, juste en face de Notre-Dame, dont la construction s'achève alors. L'île est vraiment divisée en deux pôles. Dès le début du Moyen-Âge, vous avez le pôle politique ici, dans l'enceinte du palais de la Cité, et le pôle spirituel qui est de l'autre côté de l'île, donc avec le quartier cathédral. Tout autour, la ville est saturée. 350 000 Parisiens vivent intramuros entre les enceintes de Charles V et de Philippe Auguste. Rive gauche, les universitaires. Le quartier dit latin, car c'est la langue des collèges monastiques. La plupart ont disparu, sauf celui des Bernardins. Rive droite, les métiers. On y croise ce ramoneur de cheminée ou cette marchande qui vante ses belles poires et ses beaux épinards. Mais pour les trouver, il faut se fier aux enseignes, puisque les numéros de rue n'existent pas. Je viens de Nouvelle-Zélande et nous n'avons rien d'aussi vieux. Seules 2 façades médiévales à colombage nous sont parvenues. Elles dénotent dans le quartier du Marais. J'imagine que la vie devait être bruyante, sale, parce que les gens jetaient les ordures par la fenêtre. Je ne peux pas imaginer la vie sans plomberie. Imaginez ce qui devait se déverser dans les rues. Je suis contente de vivre en 2025. La plupart des ruelles médiévales, boueuses et étroites, ont été balayées par les travaux de modernisation d'Haussmann, le percement de larges avenues. Et notre quête des traces du Moyen-Âge est décidément ardue. Nous avons bien retrouvé ce guide touristique écrit en 1300 et réédité au 19e, mais il est en ancien français. Heureusement, le nom de certaines rues n'a pas changé. Signe
que quelques îlots ont été préservés. Nous entrons dans le plus ancien hôtel particulier conservé à Paris, l'hôtel de Cluny. Nous avons une ville qui a pensé son urbanisme par effacement et réécriture de la page à chaque fois, mais un effacement vraiment profond. Donc c'est une chance d'avoir ça. Le modeste pied-à-terre de l'un des plus puissants abbés du XVe siècle, Jacques d'Amboise. Pour son confort, il fait bâtir une maison personnelle qui est ornée de son emblématique. On voit des coquilles Saint-Jacques un peu partout, en référence à son prénom. C'est aujourd'hui le musée du Moyen-Âge. Les visiteurs peuvent y admirer l'une des plus importantes collections d'œuvres médiévales au monde. Les 6 mystérieuses tapisseries de la Dame à la licorne et la chapelle personnelle de l'abbé de Cluny. C'est un chef-d'œuvre du gothique flamboyant. Donc, vous voyez, c'est une pièce presque carrée, avec une voûte extraordinaire qui repose sur un seul pilier central, un peu comme un immense palmier. Riches ou pauvres, la plupart des habitations au Moyen-Âge sont dotées d'un jardin. Cela fait sourire aujourd'hui car bien que reconstitué avec les essences cultivées il y a 700 ans, il est aujourd'hui bordé par l'un des boulevards les plus passants de la capitale. Outre le tracé des rues, ce qui a le plus changé, ce sont les ponts. Bâtis au Moyen-Âge pour faciliter les échanges entre les rives, ils sont surmontés de hautes habitations, de 5 étages. Des graphistes ont reconstitué, en réalité virtuelle, ces berges de la Seine, pour permettre aux touristes de voyager dans le temps. J'adorerais avoir une maison comme ça sur les ponts. Ah, je trouve ça génial. Pourquoi ? Vous vous rendez compte, la vue ? Moi, je connaissais tout ça par les livres. Donc, du coup, je ne veux pas dire que je suis habituée, mais je l'ai déjà vu. Mais là, de le vivre comme ça, avec la réalité virtuelle, c'est vraiment, on avait l'impression d'y être, quoi. Et cette technologie est précieuse car de la plupart des lieux emblématiques de l'époque, il ne reste plus rien. Le cimetière des Innocents, par exemple, était le cœur battant de la rive droite, au rythme des processions et des enterrements. Les marchands s'y pressaient. C'est l'emplacement du quartier commerçant des Halles aujourd'hui. Il faut donc faire preuve de pédagogie pour intéresser les jeunes à cette époque. Donc si vous viviez à l'époque du jour sans peur, vous les garçons, voilà comment vous seriez si vous étiez un prince. La tour Jean sans peur est l'un des rares édifices civils encore debout. L'occasion d'avoir des détails sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. On a créé le slip qui est arrivé, et c'est des slips qui ressemblent beaucoup au slip masculin aujourd'hui. On voit ça sur les images médiévales. Dans sa maison de 8 étages, Jean sans peur, duc de Bourgogne au XIVe siècle, a cherché le confort. Le confort, en plus de la lumière, c'est la cheminée. Et derrière la cheminée, bien au chaud, le clou de la visite. Ces latrines qu'on ne met jamais en valeur dans les châteaux. Pourtant, c'est passionnant. Et ça dit, en fait, l'ingéniosité de ces personnes, où dans une même épaisseur de mur, on a pratiqué les conduits de cheminée, les conduits d'aération, les conduits de latrines, pour que tout soit confortable. Avec chauffage intégré, tapisserie en velours et vue sur Paris. C'est le combat d'Agnès Lavoie, terrasser les préjugés sur l'hygiène au Moyen-Âge. Enseigner que les Parisiens prenaient des bains et faisaient le ménage. Moi, je pensais que c'était crade, mais en fait, quand ils sont propres, au début. C'était les excréments qu'ils laissaient. Par exemple, ils laissaient des excréments dans la rue, même partout. Ça, c'était vraiment déplorable. Bonjour. Bonjour. On est TF1, on fait un reportage sur le Paris médiéval. Écoutez, bienvenue à l'auberge du Coq Flamel. On ne pouvait pas passer outre cette maison. Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul pour la voir ? Bien sûr. La maison de Nicolas Flamel est réputée la plus vieille de Paris. Chez ce légendaire alchimiste, le destin d'Alan Géham a basculé en 2006. Du coup, j'ai mis ma tête dans la fenêtre, j'ai regardé une vieille salle, des poutres, des pierres, des tables, des nappes. Je dis, oh là là, c'est celui-là le restaurant que je veux. Le chef franco-libanais est entré ici simple commis. Aujourd'hui étoilé, il reste intimidé par l'histoire des lieux. Pendant des années, j'ai fait des recherches sur la cuisine médiévale, tous les ingrédients qu'ils utilisaient à l'époque.
Il nous concocte une recette retrouvée dans un grimoire. Une volaille fermière avec une sauce, tenez-vous bien, au pain et au vin rouge. On revient à une chose simple. On a pris les pains de la veille. Bien sûr, une pichée d'épinards, c'est toujours à côté. Mais une nouveauté exotique apparaît dans la cuisine, les épices. Cannelle, gingembre, c'était la cuisine moderne du coup du 15e siècle qui est en train de le faire. Mais juste le voyage maintenant, on prend l'avion, on part en 6 heures, on est en Asie, qu'à l'époque c'était presque 6 mois de faire aller-retour pour ramener la cannelle à nous. Malgré les efforts successifs pour moderniser, assainir, gommer le Paris médiéval, la silhouette de la capitale n'a finalement pas tant changé que ça. Du Moyen-Âge reste la splendeur des édifices et l'intelligence de l'aménagement urbain qu'aucune révolution ne s'est résolue à effacer.